J'ai confié à mon fils toute ma retraite, ma modeste maison, persuadée que cela bâtirait un avenir pour nous deux. Au lieu de cela, je me suis retrouvée sur le canapé de Brigitte, les mots « fardeau inutile » résonnant à mes oreilles. Après que l'entreprise de Stéphane se soit effondrée et qu'il m'ait instantanément jetée, il n'avait aucune idée que le sol même sur lequel il marchait était sur le point de se dérober. Car un investissement oublié depuis longtemps m'avait rendu plus riche qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et je ne faisais que commencer une très longue partie. Avant de nous replonger, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Voici mon histoire. Il m'a traité de fardeau, puis il m'a montré la porte. Je me tenais dans le salon de Stéphane, le soleil inondant les fenêtres, que j'avais nettoyées d'innombrables fois, regardant mon fils faire les 100 pas. Stéphane, 35 ans, un homme dont je pensais qu'il avait hérité de la résilience de son père, non de sa cruauté. Sa voix, d'habitude si posée, était tendue. Chaque mot un coup. « Maman, c'est fini. L'affaire est au... » Mon souffle se coupa. « Ma faute ? Stéphane, j'ai vidé ma retraite. J'ai hypothéqué ma propre petite maison. J'ai versé chaque centime dans ton rêve. » Ma voix n'était qu'un murmure, l'air épais d'une ambition fanée. Je me rappelais le regard inquiet de l'avocat, les promesses sincères de Stéphane, de bâtir quelque chose ensemble. « Exactement !» claqua-t-il les mains levées d'exaspération. « Tu l'as étouffé. Tes idées passéistes, tes inquiétudes constantes. Tu nous as freinés. Tu étais un boulet, maman, un fardeau financier. » Il ricana, un sourire méprisant tordant ses lèvres. « J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mais tu étais toujours juste là. Un fardeau inutile. Inutile. Fardeau. » Les mots frappèrent, faisant écho à une vie de sacrifice. Mes doigts se crispèrent instinctivement, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. Un tremblement commença, vibrant à travers moi. Ma tête se mit à cogner. Je voulais crier, raconter chaque nuit blanche, chaque sou, chaque rêve que j'avais reporté pour son avenir. Mais les mots s'étranglèrent, se bloquant dans ma gorge, avalés par une pure incrédulité. « Et maintenant ?» réussis-je, la voix rauque. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Stéphane se dirigea vers la cheminée, s'adossant nonchalamment. « Maintenant, tu dois partir. Je ne peux plus me permettre de te porter. Cette maison, elle est à nous, à Nathalie et à moi. Nous avons besoin de stabilité. Tu es une instabilité. » Il ne me regarda pas, son regard fixé sur une photo encadrée de sa vie parfaite et sans fardeau. Le sang se retira de mon visage. Ma maison, mes économies, tout mon avenir, envolé dans son entreprise ratée. Et maintenant, le toit même au-dessus de ma tête, celui que j'avais aidé à sécuriser, m'était arraché par mon propre fils. Il se tourna, enfin son expression vide. « Je t'ai déjà préparé un sac. Il est près de la porte. » Un petit sac de voyage bleu marine était posé près de la porte en chêne, pathétiquement hors de propos contre le bois poli. Il contenait à peine plus que quelques vêtements, un album photo usé, mes lunettes. Tout le reste de ce que je possédais, chaque pièce tangible de mon passé, semblait jetable. Le bourdonnement de la climatisation était assourdissant. Le silence entre nous criait plus fort que n'importe quelle dispute. Il voulait que je parte. Juste comme ça. Je marchais vers le sac. Chaque pas lourd, la douleur de la trahison profondément ancrée dans mes os. Mes doigts effleurèrent le tissu usé, le même sac que je lui avais acheté pour son premier camp de scout. L'amère ironie me tordit les entrailles. « Stéphane », murmurai-je en me retournant, la voix brisée. « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» Il soupira, impatient. « C'est nécessaire, maman.
Grandis. Tu ne m'aides pas en étant ici. Tu me tires vers le bas. » Il fit un geste vers la porte, un revers de la main dédaigneux. « Va. Tu peux rester chez Brigitte quelques jours, n'est-ce pas? Elle est toujours si compréhensive. Brigitte, mon amie loyale, mon ancre. Le seul nom qui offrait un quelconque réconfort. » Je serrai le sac de voyage. Son poids soudain insupportable. Ma vision se brouilla, les larmes menaçant de couler. Je hochai la tête, incapable de parler, et sortis. Le doux clic de la serrure derrière moi résonna dans le vide, où mon cœur se trouvait autrefois. Le soleil brillait toujours, les oiseaux chantaient encore. Mais le monde venait de s'écrouler, me laissant absolument seule au bord du précipice, d'un avenir inconnu et silencieux. Avez-vous déjà été tellement rejeté par quelqu'un que vous aimiez, que le monde lui-même a semblé se taire autour de vous? Le silence du canapé de Brigitte était assourdissant, amplifiant les mots cruels de Stéphane. Les vieux motifs floraux du canapé de Brigitte semblaient danser devant mes yeux, se fondant en un tourbillon étourdissant de brun et de jaune passé. J'y étais allongée, recroquevillée, la mince couverture que Brigitte avait posée sur moi ressemblant moins à un réconfort qu'à un linceul. Chaque souffle était court, volé. Mon corps me faisait mal, non par l'effort, mais par les nerfs à vif, tendus sous ma peau. Les mots de Stéphane résonnaient. Fardeau inutile, fardeau financier, instabilité. Ils avaient trouvé leur place dans ma poitrine. Une pierre froide et lourde logée juste sous mon sternum. J'avais 62 ans, sans rien d'autre à mon nom que le sac de voyage à mes côtés et le poids écrasant d'avoir tout donné, seulement pour être mise de côté. Brigitte se déplaçait tranquillement dans son petit appartement. Le doux tintement des tasses en céramique, le léger bruissement de ses chaussons sur le tapis usé, chaque son contrastait fortement avec le vide chaotique de mon propre esprit. C'était une femme d'une solide gentillesse. Ses cheveux, un halo argenté, ses yeux perpétuellement chaleureux. Elle était mon amie depuis l'école d'infirmière, une bouée de sauvetage durant mes années les plus difficiles. Quand je l'avais appelée, la voix tremblante, les mots « Stéphane » m'a jeté dehors, avaient à peine quitté mes lèvres qu'elle avait simplement dit « Viens ici, Marie, le café est prêt ». Maintenant, elle s'installa sur le fauteuil en face de moi, une tasse entre ses mains. L'arôme du thé infusé emplit l'air, cannelle et pommes. Une petite encre dans mon monde à la dérive. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle doucement, son regard inébranlable, non pas apitoyé, juste présent. Je secouai la tête, ma gorge trop serrée. Qu'y avait-il à dire? Que le fils que j'avais élevé, le garçon pour qui j'avais tout sacrifié, me voyait comme un fardeau? Que le foyer que j'avais aidé à créer était devenu une barrière? L'humiliation brûlait, une rougeur chaude et insidieuse de ma nuque jusqu'à la racine de mes cheveux. Je fermai les yeux, imaginant le visage de Stéphane, froid et indifférent, alors qu'il montrait la porte. Cette image, dépourvue de chaleur, était la douleur la plus vive. Les jours se fondirent en une semaine brumeuse. Je me déplaçais dans l'appartement de Brigitte comme un fantôme, une invitée silencieuse. Chaque matin, la même routine. Le café que Brigitte préparait, un journal sur lequel je ne pouvais pas me concentrer. Le bourdonnement tranquille de la ville à travers la fenêtre de son 3e étage. J'aidais avec la vaisselle, pliais le linge. Tout pour me sentir utile, tout pour échapper à cette sensation rongeante d'être aussi un fardeau pour Brigitte. Un après-midi, un souvenir lointain refit surface, flou, presque écarté. Il y a des années, un patient dont je m'étais occupée, un millionnaire excentrique de la tech nommé Monsieur Dubois, m'avait un jour encouragé à investir dans l'avenir, Marie, pas seulement dans le passé. Il avait même griffonné le nom d'une minuscule start-up obscure sur une serviette
Presque comme une blague, j'avais acheté une poignée d'actions à l'époque. Un coup de tête, une somme minuscule que j'avais complètement oubliée, perdue dans le flou de l'équilibre des factures et des besoins interminables de Stéphane. Cela semblait une éternité. « Brigitte !» murmurai-je, ma voix rauque par le manque d'usage. « Te souviens-tu de ce vieil ordinateur portable que tu m'as donné il y a des années ? Celui avec la touche S qui collait. » Brigitte leva les yeux de son tricot, un petit sourire aux lèvres. « La vieille bête ? Bien sûr. Elle est dans le placard du couloir, je crois. Elle fonctionne toujours, juste lente comme pas permis. Une étincelle de quelque chose, curiosité, désespoir, une minuscule lueur contre le désespoir écrasant, s'alluma en moi. Ce soir-là, je récupérai l'ordinateur portable poussiéreux. Son poids familier me parut étrange entre les mains. Je le posai sur la petite table de cuisine de Brigitte, l'écran d'un bleu pâle et fantomatique dans la lumière tamisée. Mes doigts, raides et peu habitués au vieux clavier, tapèrent lentement le nom de la société que M. Dubois avait griffonné. C'était une suite de lettres particulières. Quelque chose à propos de Quantum et de Leap. Internet tout ça, tourna, puis délivra lentement un seul résultat de recherche. Mes yeux s'écarquillèrent. La petite start-up, jadis une pensée fugace, affichait maintenant Quantum Leap Inc. à côté. Un rapide défilement révéla capitalisation boursière. Milliards. Je clignais des yeux. Milliards ? Les mots se brouillèrent à l'écran. Ce ne pouvait pas être vrai. Mes mains, qui étaient restées stables pendant des jours, dans leur engourdissement, se mirent à trembler violemment maintenant. Ce tout petit investissement oublié, ce coup de tête d'il y a une éternité, avait éclos en quelque chose d'inimaginable. Je cliquais plus profondément, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Articles de presse, rapports boursiers, un site web d'entreprise vibrant. Quantum Leap Inc. n'était pas seulement grande. C'était un mastodonte, un géant de la technologie dominant son domaine. Et ma petite poignée d'actions, elle valait soudain une fortune inimaginable qui changerait ma vie. La pierre froide dans ma poitrine vola en éclats, remplacée par une vague de pure stupéfaction brute. Le son de Brigitte fredonnant doucement dans le salon, autrefois réconfortant, me sembla maintenant lointain, presque irréel. Je fixai l'écran, puis mes mains tremblantes, le monde que je connaissais, le monde qui venait de me rejeter, basculait soudainement sur son axe. Stéphane pensait que j'étais un fardeau inutile, un gouffre financier. Il n'avait aucune idée du pouvoir qui bourdonnait maintenant tranquillement entre mes mains. Une arme secrète dont il était totalement inconscient. Une étrange et silencieuse détermination commença à éclore à la place du désespoir. Pour la première fois depuis que Stéphane avait claqué cette porte, je voyais une voie à suivre. Pas seulement la survie, mais quelque chose de plus, quelque chose qui avait du mordant. Et le silence dans lequel je venais d'entrer, réalisais-je, allait devenir ma plus grande arme. Avez-vous déjà découvert une force cachée en vous, un pouvoir que vous ne saviez pas posséder, juste au moment où vous vous sentiez complètement vaincu? Le choc de la fortune se mua bientôt en une résolution tranquille et ardente. Pendant des jours, le monde sembla scintiller, irréel. L'écran du vieil ordinateur portable, brillant de chiffres qui éclipsaient tout ce que j'avais jamais imaginé, était un portail vers une vie que je ne pouvais pas appréhender. 87 millions de dollars. Les chiffres dansaient devant mes yeux. Une réponse silencieuse et moqueuse au fardeau inutile, dédaigneux de Stéphane. Je me réveillais sur le canapé de Brigitte, le motif floral toujours un flou étourdissant. Et pendant un instant, la pierre froide du désespoir se réinstallait dans ma poitrine. Puis, comme un choc,
Le souvenir de ces chiffres, l'impossibilité même de la chose, me tirait de ma torpeur. La pierre éclatait, remplacée par une étrange énergie bourdonnante. Brigitte, que son bon cœur soit béni, gardait ses questions douces, ses yeux remplis d'une préoccupation tranquille. Elle voyait le changement en moi, la nouvelle intensité derrière mon regard, mais elle n'insistait pas. Elle m'apportait simplement du thé et me laissait avec son vieil ordinateur portable, celui que j'avais sorti du placard, maintenant lié à un nouveau but. Je passais des heures penchée dessus, apprenant seule. Internet, jadis un simple outil pour des recettes ou des nouvelles, devint une vaste bibliothèque. Chaque clic, un pas plus profond dans un monde dont je ne soupçonnais pas l'existence. J'appris sur le capital risque, les OPA hostiles, les capitalisations boursières, des mots qui autrefois me semblaient une langue étrangère, résonnaient maintenant avec un pouvoir particulier. Le silence que j'avais cherché pour me réconforter après la cruauté de Stéphane devint maintenant ma stratégie. Je me déplaçais avec un calme délibéré qui démentait la tempête qui grondait en moi. Ma concentration se fit plus aiguë, plus affûtée que le scalpel d'un chirurgien. Je n'étais plus la femme qui se contentait de réagir. J'étais celle qui observait, qui planifiait. Mon premier geste fut de me procurer un ordinateur portable, digne de ce nom. Une machine élégante et puissante, capable de suivre ma nouvelle intensité. Brigitte, prenant mon élan pour un nouveau passe-temps, sourit simplement et dit « C'est bien de te voir trouver de quoi t'occuper, Marie. » Elle n'avait aucune idée de l'ampleur de ce à quoi je m'occupais réellement. Mes doigts, ne tremblant plus, volèrent sur le clavier. Je commençai par la société en faillite de Stéphane, Innovation Genèse. Ce nom, jadis phare de son ambition et de mon espoir sans limite, résonnait désormais comme une pierre tombale. Je plongeais dans ses registres publics, son historique de dépôt, les détails de sa faillite. Tout était là, mis à nu. Les dettes colossales, les brevets abandonnés, la coquille vide d'un rêve. Cela me noua l'estomac, revivant l'hémorragie financière que j'avais aveuglément financée, voyant la preuve froide et implacable de la disparition de mes économies. Son accusation, « Tu l'as étouffé », résonnait à présent d'une ironie amère. Il l'avait étouffé lui-même. Mais sous les décombres, je commençais à voir autre chose. Enfoui au plus profond des dossiers publics, parmi les avis de liquidation, figuraient des mentions de propriété intellectuelle, des algorithmes spécifiques qu'Innovation Genèse avait développés. Ils avaient semblé insignifiants dans le chaos de l'échec, considérés comme sans valeur. Mais mes heures de lecture, à décortiquer les nouvelles technologiques et les rapports d'investissement, m'avaient appris le contraire. Ces algorithmes, aussi modestes qu'ils parussent, étaient révolutionnaires. Stéphane, dans sa hâte irréfléchie de blâmer et de jeter, avait négligé leur véritable valeur. C'était un détail que seule une personne méticuleusement penchée sur chaque dernier fragment de son héritage abandonné aurait pu trouver. Une partie latente de moi, endormie pendant des décennies sous des couches de soins et de budgets domestiques, commença à s'éveiller. Je me souvenais d'équilibrer mes propres comptes maigres avec une précision féroce, faisant en sorte que chaque centime s'étire pour les besoins de Stéphane. C'était différent, plus grand, mais la même logique méticuleuse s'appliquait. Je n'étais pas seulement une mère, j'étais une stratège, une analyste discrète découvrant des vérités cachées. La pensée était à la fois exaltante et terrifiante. Mon désir de justice commença à se transformer. Il ne s'agissait pas seulement de revanche. Il s'agissait de réappropriation. Récupérer non seulement mon argent, mais la validation de mon sacrifice, la valeur intrinsèque de mon jugement. Je commençais à construire un plan,
Brique après brique, je contactais une conseillère financière discrète, un nom recommandé dans un forum privé que j'avais trouvé. Je m'assurais que nos conversations étaient cryptées, mon identité vague. Je cherche à acquérir les actifs d'une start-up technologique défunte, expliquai-je, ma voix calme, contrôlée, et j'ai besoin que cela soit traité avec une anonymité absolue. La conseillère, une femme vive et pragmatique nommée Hélène, comprit. Elle posa des questions précises, sa voix ne trahissant aucun jugement, seulement de la compétence. J'appris l'existence des sociétés écrans, des fiducies aveugles, les chemins labyrinthiques de l'acquisition d'entreprises. Chaque étape ressemblait à placer une pièce d'échec sur un échiquier, sachant que Stéphane était inconscient, jouant toujours un jeu qu'il croyait comprendre. Je pouvais presque entendre le tic-tac de l'horloge, décomptant le moment où son monde allait basculer sous ses pieds. Ce n'était pas seulement une quête de vengeance, c'était une reconstruction tranquille et méticuleuse de moi-même. La mer jetée, le gouffre financier, devenait une force invisible, orchestrant un retour silencieux. L'ironie était douce, sachant que pendant que Stéphane pensait s'être débarrassé de son fardeau, je ne faisais que me préparer à racheter les fondations même de sa chute. C'était un jeu auquel il ne savait même pas qu'il jouait, et je détenais toutes les cartes. Vous êtes-vous déjà retrouvés à travailler dans l'ombre, planifiant méticuleusement un coup qui bouleverserait tout, sachant que quelqu'un que vous aimiez restait totalement inconscient de votre pouvoir croissant? Les papiers furent signés, une signature de fantôme sur un nouveau départ. Le bureau d'Hélène, haut au-dessus de la ville, ressemblait à un centre de commandement silencieux. Des murs de verre reflétaient le ciel, estompant le chaos en contrebas. Mon reflet, net et concentré, me renvoyait le regard de la table polie. Hélène, ma conseillère financière, fit glisser une pile de documents sur la surface froide. « Innovation Genèse », déclara-t-elle, sa voix claire. « Vous appartient officiellement, Marie. Chaque actif, chaque brevet, chaque dernière parcelle de propriété intellectuelle. Cela avait été une danse complexe, un labyrinthe de sociétés écrans et de fiducies aveugles, conçus avec un soin méticuleux. Hélène m'avait assuré, même un expert comptable judiciaire aurait du mal à remonter jusqu'à vous, d'autant plus que vous avez engagé plusieurs niveaux d'acquisition. C'était essentiel. L'ignorance de Stéphane n'était pas seulement un effet secondaire, c'était la fondation de cette opération silencieuse. Le nom, Innovation Genèse, autrefois synonyme de son ambition démesurée et de ma perte déchirante, était maintenant le mien. Il ne s'agissait pas seulement de posséder une entreprise en faillite. Il s'agissait de récupérer une part de moi-même, un fragment de l'avenir que j'avais investi en lui, désormais sous mon contrôle. C'était le terrain précis où mes rêves pour lui étaient à mort, et je le rachetais, non pas pour l'enterrer, mais pour redéfinir son essence même. Nous avions acquis les baux de bureaux abandonnés, les noms de domaines de sites web dormants, même les vieilles armoires de serveurs qui prenaient la poussière dans un entrepôt oublié. Chaque étape était une victoire silencieuse, un mouvement stratégique sur un échiquier dont Stéphane ignorait qu'il jouait. Je l'imaginais souvent, quelque part dans la ville, probablement encore en train de blâmer le monde pour ses échecs, totalement inconscient que les vestiges même de sa chute étaient méticuleusement réassemblés par le fardeau inutile qu'il avait jeté. Mes journées étaient remplies de réunions, non pas avec d'anciens collègues ou des parents inquiets, mais avec des avocats spécialisés dans la restructuration d'entreprises, avec des chasseurs de tête recherchant d'anciens employés de Genèse. Je bâtissais une nouvelle équipe, discrète et efficace. Mes questions étaient précises, mes décisions rigoureuses. La patience que j'avais autrefois montrée à Stéphane, attendant qu'il apprécie mes sacrifices,
était désormais canalisée dans ce travail méticuleux et stratégique. C'était un autre type de soin, un remodelage silencieux et puissant du destin. L'entreprise, autrefois une coquille vide, prenait lentement, imperceptiblement forme, sous ma direction discrète. Elle était sur le point de renaître, tel un phénix des cendres de la trahison, prête à s'envoler de nouveau. Et pour Stéphane, le sol sous ses pieds était sur le point de basculer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il ne le savait pas encore, mais bientôt, il se retrouverait à travailler pour la femme même qu'il pensait avoir effacée. C'était un jeu dangereux, joué dans les recoins discrets du monde de l'entreprise, avec des enjeux plus élevés que le simple argent. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir exaltant de contrôler une narration dont vous étiez autrefois exclu? Il revint dans le fantôme de son passé, ignorant la main qui tirait les ficelles. Le hall redessiné d'innovation genèse bourdonnait d'une énergie tranquille que je n'avais pas vue depuis des années. La lumière du soleil, filtrée par de nouveaux stores modernes, s'inclinait sur les sols en béton poli. L'ancien bureau d'accueil ébréché avait disparu, remplacé par du verre et du chrome élégant. Ma nouvelle équipe, soigneusement sélectionnée pour sa compétence discrète, se déplaçait avec détermination, inconsciente de l'histoire profonde et personnelle liée à cet espace ressuscité. Il me connaissait sous le nom de Marie, l'investisseuse anonyme, la force vive et décisive derrière le renouveau de l'entreprise. Mon bureau, perché au dernier étage, offrait une vue panoramique sur la ville que Stéphane et moi avions autrefois appelée notre foyer. Je m'assis à mon grand bureau minimaliste, une seule tablette lumineuse devant moi. Sur son écran, un rapport d'embauche interne, discrètement signalé, attendait mon attention. C'était le moment. J'avais donné des instructions précises à mon chef des ressources humaines. Publier un poste de débutant, quelque chose de modeste, nécessitant peu d'expérience directe, mais une volonté d'apprendre. Le genre de rôle que Stéphane, avec ses grandes ambitions et ses échecs récents, aurait généralement rejeté. Mais je le connaissais. Le désespoir est un puissant moteur. L'email arriva une semaine plus tard. Le candidat Stéphane Duval a accepté le poste d'assistant junior de projet, débutant lundi. Une satisfaction tranquille se déploya dans ma poitrine. Il avait mordu à l'hameçon. L'ironie était presque trop savoureuse. Mon fils, qui m'avait traité de fardeau financier et m'avait mise à la porte, acceptait maintenant un poste humble dans une entreprise que je possédais secrètement, travaillant sans le savoir, pour sa mère, fardeau inutile. Le lundi arriva, clair et lumineux. J'observais depuis mon bureau, un point de vue discret à travers une vitre teintée. Stéphane entrait dans l'espace fraîchement rénové. Il avait l'air diminué. L'assurance que je me souvenais avait disparu, remplacée par un léger affaissement de ses épaules. Son costume, autrefois taillé avec précision, semblait pendre un peu lâche. Il parcourut du regard l'espace de travail animé, ses yeux trahissant une lueur d'étonnement. Ce n'était pas l'empire qu'il avait envisagé. Ce n'était juste qu'un bureau. Il prit place à un petit bureau impersonnel parmi une douzaine d'autres, le dos tourné vers moi. Une jeune manager enthousiaste, une femme de la moitié de son âge, le guida à travers l'intégration, lui montrant la machine à café, le placard à fournitures. Je le regardais acquiescer, accepter les instructions, même offrir un sourire poli, quoique tendu. C'était un contraste frappant avec le Stéphane que je connaissais, celui qui commandait, qui se moquait des tâches subalternes. Il était un nouvel employé, juste un visage de plus dans la foule. Un rouage anonyme dans une machine qui était, en vérité, la mienne. Un étrange mélange d'émotions tourbillonnait en moi. Il y avait la vive piqûre du souvenir, en voyant la version humiliée du fils,
qui avait été si cruel. Une partie de moi, la vieille Marie, voulait se précipiter, offrir du réconfort, s'excuser pour la dureté de sa nouvelle réalité. Mais je me souvins alors de la froideur dans ses yeux, du revers de sa main dédaigneux, du sac de voyage sur le trottoir. Cette Marie plus âgée et plus sage tint bon. C'était nécessaire. Il passait ses journées plongé dans la paperasse, la saisie de données, des tâches qu'il aurait autrefois jugées indignes de lui. Je me promenais occasionnellement dans le bureau, observatrice silencieuse, passant devant son poste. Il ne levait jamais les yeux, ne sentait jamais ma présence. Il était tellement concentré sur le trivial, tellement absorbé par le besoin de simplement performer, que la véritable architecture de son nouveau monde lui restait invisible. Il ne réalisait pas que les planchers sous ses pieds, les murs autour de lui, l'air même qu'il respirait, murmuraient tous silencieusement mon nom. L'ironie était un bourdonnement tranquille et constant sous ma peau. Il reconstruisait sa vie, pièce par pièce fastidieuse, entre les murs de ma société. Il gagnait un salaire, non pas d'une entreprise qu'il dirigeait, mais de la femme même qu'il croyait avoir jetée. Chaque jour où il s'asseyait à ce bureau humble, accomplissant des tâches pour moi, était un témoignage silencieux d'un pouvoir qu'il avait complètement sous-estimé. La tension dans l'air était palpable, du moins pour moi. Attendant le moment où ce jeu élaboré et silencieux se briserait enfin, l'appel viendrait bientôt. Le moment où je le convoquerais et où il découvrirait enfin la vérité sur sa nouvelle patronne. Mais d'abord, il devait sentir le poids de ce que signifiait vraiment partir de rien et d'être, sans le savoir, irrévocablement sous mon commandement. Que ressentirait vraiment ce moment de révélation, non seulement pour lui, mais pour moi? Le moment arriva, aigu et inévitable, comme un jugement final. L'air matinal dans mon bureau semblait plus lourd que d'habitude, chargé d'une tension presque palpable. La lumière du soleil, habituellement si présente, semblait s'atténuer, projetant de longues ombres délibérées à travers les murs de verre. C'était le jour où j'allais convoquer Stéphane, mon fils, et dévoiler la toile complexe de ma tranquille réappropriation. Ma main plana au-dessus de l'interphone interne, un simple bouton qui détenait le pouvoir de briser son monde, soigneusement construit. Ce n'était pas juste une réunion, c'était un règlement de compte, un effondrement délibéré de la perception qu'il avait. Je fermai les yeux un instant, l'imaginant en bas, penché sur le même bureau qui lui avait été assigné. Il serait inconscient, peut-être légèrement irrité par la convocation d'un supérieur qu'il n'avait jamais rencontré. L'ironie était un réconfort froid. Il pensait m'avoir écartée, réduite à un fardeau, alors que tout ce temps, il n'était qu'un pion sur un échiquier que je contrôlais désormais. Ma décision de l'appeler ressemblait moins à un choix qu'au tournant inévitable d'une page. Une histoire atteignant son dénouement tant attendu. Mon doigt pressa le bouton. « Stéphane Duval à mon bureau, s'il vous plaît !» instiguai-je, ma voix calme, ne trahissant rien. Immédiatement, quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent en tonnant un murmure à mon étage. J'entendis les pas nets et assurés de mon assistant, suivi d'une démarche légèrement plus hésitante. Le silence dans le couloir était frappant, amplifiant le son de l'approche de Stéphane. Il frappa une fois, un coup timide, contrairement à sa présence habituellement forte. « Entrez !» appelai-je, mon regard fixé sur la porte. Elle s'ouvrit lentement. Stéphane entra dans la pièce, un dossier sous le bras. Il leva les yeux, parcourant du regard le bureau spacieux, la vue étendue. Son expression était un masque soigneusement neutre, le genre de déférence polie qu'il réservait aux supérieurs, qu'il visait à impressionner. C'était un assistant junior de projet entrant dans le sein des seins du PDG. Il ne me voyait toujours pas,
Pas vraiment. Il me trouva debout près de la fenêtre lointaine, le dos tourné vers lui, contemplant la ville tentaculaire. Je pris une profonde inspiration, le goût de l'anticipation vif sur ma langue. C'était ça, le point culminant de mois de planification tranquille, d'années de souffrance silencieuse. Je me tournai lentement, délibérément. Les yeux de Stéphane, qui étaient fixés sur le paysage urbain, tombèrent sur moi. Son front se plissa, un éclair de confusion. Il ouvrit la bouche, une phrase polie et préparée s'éteignant sur ses lèvres. Son dossier serré dans sa main sembla s'alourdir. « Maman ?» Le mot fut un murmure étranglé, teinté d'incrédulité. Une collision entre son passé et son présent incompréhensible. Ses yeux parcoururent le bureau, puis revinrent vers moi, cherchant une explication, une blague, n'importe quoi sauf la vérité qui commençait lentement à lui apparaître. Il vit le bureau coûteux, le logo de l'entreprise subtilement estampillé sur le mur derrière moi, l'air d'autorité qui imprégnait chaque recoin de l'espace. Je soutins son regard, mes propres yeux inébranlables. Le renvoi désinvolte, les mots cruels de ce jour dans son salon, tout me revint en mémoire. Mais cette fois, il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Seule une clarté froide et inébranlable. « Bonjour Stéphane », dis-je, ma voix ferme, claire, chaque mot résonnant d'une autorité tranquille. « Asseyez-vous ». Je désignai le fauteuil en cuir moelleux en face de mon bureau. Il ne bougea pas. Son regard était rivé sur moi, la bouche légèrement entr'ouverte. La couleur quitta son visage, le laissant cendre, la mâchoire anguleuse soudain relâchée. « Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce un piège? Une visite ?» Sa voix tremblait, à peine audible. « Comment avez-vous même pu monter jusqu'ici ?» Je me dirigeais lentement vers mon bureau, mes mouvements délibérés, puissants. Je m'installai dans mon fauteuil, le cuir craquant doucement sous mon poids. Mes doigts effleurèrent la surface fraîche du bois poli. « Non, ce n'est pas un piège, Stéphane, » répondis-je, ma voix calme, absolument dépourvue de l'émotion qui devait sûrement faire rage en lui. « Et ce n'est pas une visite. » Je pris un stylo, le faisant tourner nonchalamment entre mes doigts. « Je possède cette entreprise, Stéphane. Vous travaillez pour moi, maintenant. » Les mots planèrent dans l'air, froids et définitifs. Stéphane se figea, le dossier lui échappant des mains, éparpillant les papiers sur le sol poli. Ses yeux s'écarquillèrent, un choc brut et pur, envahissant son visage. C'était le regard d'un homme qui avait pénétré dans une maison s'attendant à un abri, pour se retrouver debout dans l'œil d'un ouragan. Il fixa, complètement sidéré, totalement brisé par le poids de ma révélation. Son monde parfait venait de voler en éclats, et tandis que je le voyais perdre contenance, je ressentis un étrange mélange de satisfaction et une compréhension tranquille et complexe du chemin qui nous avait menés, lui et moi, à ce moment précis et inoubliable. Dans cet espace silencieux, à observer son monde s'effondrer, quel genre de justice procure la plus grande satisfaction? Stéphane resta figé. Le sol un cimetière de papiers éparpillés, son monde brisé par mes paroles. Son visage pâle et détendu reflétait l'instant précis où sa réalité s'écroulait. Il me fixa, puis le logo de l'entreprise sur le mur. Puis de nouveau moi, comme s'il cherchait une caméra cachée, une chute. Je l'observais, un triomphe tranquille s'agitant dans ma poitrine. C'était ça, l'aboutissement d'un plan patient et méticuleux. Le moment dont j'avais rêvé, depuis qu'il m'avait traité de fardeau, depuis qu'il m'avait montré la porte. J'avais préparé mes mots, une dissection précise de ses échecs, une délivrance calculée de l'humiliation qu'il méritait. L'entreprise que tu as qualifiée d'inutile, commençai-je, ma voix ferme, prenant de l'élan. Celle que tu as rejetée,
Et maintenant la mienne. Et toi, Stéphane, tu n'es qu'un simple employé. Juste au moment où je m'apprêtais à me lancer dans le sermon que j'avais répété d'innombrables fois dans le calme de l'appartement de Brigitte, mon regard tomba sur un document posé ouvert sur mon bureau. C'était un ancien résumé d'acquisition pour Quantum Leap Inc., le géant technologique qui m'avait rendu riche. Je l'avais examiné quelques instants avant son arrivée, consultant les données historiques, la chaîne de propriété. Mes yeux s'accrochèrent à un nom enfoui profondément dans le rapport d'acquisition d'il y a des années. Un nom lié à l'entité fondatrice originale. Une entreprise acquise par une OPA hostile, juste avant qu'elle n'explose en valeur. Le nom scintilla, puis se solidifia. Stéphane Duval. Mon souffle se coupa. Mon discours méticuleusement préparé mourut dans ma gorge. Les mots que j'étais sur le point de prononcer, des mots de triomphe et de rétribution amère, me semblèrent soudain creux, sans importance. Le PDG impitoyable qui avait orchestré cette OPA hostile, qui avait dépouillé l'entreprise de ses fondateurs originaux, s'appelait Marc Duval. Il avait acquis la première véritable entreprise de Stéphane. Une petite start-up technologique ambitieuse qui avait clairement été la graine de Quantum Leap Inc. Stéphane, toujours tremblant, me regarda, une supplication désespérée dans les yeux. « Maman, s'il te plaît, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ?» Je ne lui répondis pas tout de suite. Mon regard resta fixé sur le document, sur les faits froids et durs du passé. Le géant de la tech qui m'avait rapporté une fortune, celui dans lequel j'avais versé mon argent des ruines d'Innovation Genèse, était la compagnie même que Stéphane avait fondée il y a des années. Il en avait perdu le contrôle par une prise de pouvoir impitoyable. Mon investissement opportun, un caprice né du désespoir, avait, à l'insu de nous deux, racheté les parts majoritaires. En fait, je possédais maintenant ce qui avait autrefois été sa vision originale. Tout le poids de la révélation s'abattit sur moi. L'ironie était suffocante, accablante. Stéphane avait bâti quelque chose de brillant, de vraiment innovant, pour qu'on le lui vole. Et dans ma quête de justice, de vengeance, j'étais devenue sans le savoir l'instrument de la restauration accidentelle de son héritage. Sa première entreprise, Innovation Genèse, celle dont il me blâmait, fut une tentative ultérieure et désespérée de reconquérir ce rêve volé. Je levai les yeux du document, mon regard croisant celui de Stéphane. La colère, le désir de rétribution se dissipèrent comme de la fumée. Ils furent remplacés par un mélange complexe et inattendu de profonde compréhension, d'empathie et d'une clarté percutante, sidérante. Il ne s'agissait plus seulement de son ingratitude. Il s'agissait d'une perte plus profonde qu'il avait subie, d'une trahison qu'il avait vécue bien avant de se retourner contre moi. Il n'était pas seulement le fils ingrat. Il était aussi une victime, tout comme moi. Mon plan de vengeance, pour le faire ramper, se dissipa. Au lieu de cela, un nouveau but, bien plus puissant, émergea. J'avais le pouvoir non pas de simplement punir, mais de guérir, de restaurer, de lui enseigner l'humilité, non pas par ma domination, mais par un partenariat inattendu, un partenariat qui honorerait la vision originale qu'il avait perdue. Stéphane resta là, assimilant encore le choc de ma propriété, attendant le dur sermon qu'il anticipait sûrement. Mais je savais, avec une certitude absolue, que la leçon qu'il était sur le point d'apprendre serait bien plus profonde, bien plus inattendue. C'était une vérité qui allait enfin nous mener, brisés que nous étions, vers un nouveau genre de commencement. Quand une vérité choquante recontextualise tout ce que vous pensiez savoir, cela change-t-il la nature même de la justice? La vérité, une fois déterrée, ne réorganisa pas seulement le monde de Stéphane, mais le paysage même de mon propre cœur.
Stéphane resta figé, les papiers éparpillés autour de ses pieds, reflétant le chaos dans ses yeux. Il s'attendait au sermon, à la fureur justicière, au compte-rendu détaillé de ses échecs. Je pouvais le voir, gravé dans chaque ligne de son visage tendu, chaque muscle rigide de son cou. Sa bouche s'agitait, mais aucun son n'en sortait. Le silence du bureau, jadis amplificateur de mon triomphe anticipé, s'étirait désormais, mince et fragile, soudainement lourd d'un fardeau inattendu. Le nom sur le document, Stéphane Duval, pulsait dans ma vision. Une révélation qui avait irrévocablement modifié la trajectoire de ma vengeance méticuleusement planifiée. Ma colère, cette résolution féroce et froide qui avait alimenté chacun de mes gestes, n'avait pas disparu, mais elle avait changé de direction, comme un coup de vent soudain redirigeant une flamme. Elle ne brûlait plus vers l'extérieur, consumant Stéphane. Au lieu de cela, elle vacillait vers l'intérieur, illuminant une chambre cachée au sein de ma propre compréhension. Il n'était pas seulement le fils ingrat qui m'avait chassé. Il était aussi, inexplicablement, une victime. Un jeune homme brillant et ambitieux qui avait autrefois bâti une vision si profonde qu'elle était devenue un titan, seulement pour qu'elle lui soit arrachée des mains par quelqu'un d'aussi impitoyable qu'il avait été dédaigneux. Je ramassais les papiers éparpillés sur le sol, mes mouvements lents, délibérés. Chaque bruissement de papier un contrepoint au silence vibrant. Je les posais délicatement sur mon bureau, loin du document Quantum Leap. Stéphane me regardait, sa respiration se faisant en halètements courts. Il ressemblait à un cerf pris dans les phares, ne sachant pas si le véhicule en approche allait le frapper ou l'éviter. « Stéphane », dis-je, ma voix plus douce que prévu, mais toujours imprégnée d'une autorité tranquille qui ne souffrait aucune interruption. « Asseyez-vous. » Il hésita, puis lentement, robotiquement, tira la chaise et s'y enfonça, ses yeux toujours fixés sur moi, écarquillés d'un mélange de terreur et de curiosité ahurie. Il était prêt au coup. Il était préparé à l'humiliation suprême. Je poussai la tablette sur le bureau, la faisant pivoter de sorte que l'écran, affichant toujours le rapport d'acquisition, lui fasse face. Mon doigt se posa sur le nom surligné, Stéphane Duval. Puis je traçai une ligne vers Marc Duval et les mots OPA hostile. Stéphane, commençai-je, ma voix ferme. Reconnaissez-vous ceci ? Son regard tomba sur l'écran. Ses yeux, initialement voilés de confusion, s'aiguisèrent lentement, se concentrant sur les mots. Un frisson parcourut son corps. Sa mâchoire se serra, et ses mains, posées sur ses genoux, se crispèrent en poing. Un son profond, presque guttural, s'échappa de sa gorge. Un mélange de reconnaissance et de douleur brute. « Quantum Leap » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Maman, qu'est-ce que c'est ? Comment avez-vous ça ?» Je me penchai légèrement en avant, mon regard inébranlable. « Quand tu m'as dit de partir, Stéphane, quand tu m'as traité de fardeau, j'ai ressenti un vide profond, abyssal. Mais ce vide m'a poussé à chercher quelque chose, n'importe quoi, à quoi me raccrocher. Et je me suis souvenu d'un petit investissement que j'avais fait il y a des années. Un coup de tête, vraiment. Quelque chose qu'un patient, Monsieur Dubois, m'avait suggéré. Il m'avait donné le nom d'une minuscule start-up. Cette start-up, c'était Quantum Leap. Ses yeux s'écarquillèrent davantage, une prise de conscience percutante et sidérante lui apparaissant. Il connaissait le nom, bien sûr, le titan qu'elle était devenue. Il ne m'y avait simplement jamais relié. Mon petit investissement, continuai-je, a grandi. C'est devenu une fortune inimaginable. Assez pour racheter Innovation Genèse. Je marquai une pause, le laissant assimiler cela. Il tressaillit, une réaction profonde, blessée. Mais alors que je finalisais l'achat,
Compagnie Marie, ma société holding. Je révisais l'historique de mes principaux actifs. Et j'ai trouvé ceci. Je tapotais l'écran de nouveau, indiquant les détails de l'OPA hostile. J'ai trouvé ton nom, Stéphane, en tant que fondateur original de Quantum Leap. Avant Marc Duval, avant qu'il ne te l'arrache. Le sang-froid soigneusement construit de Stéphane vola en éclats. Son visage se chiffonna. Ses épaules commencèrent à se soulever et il couvrit son visage de ses mains, étouffant un sanglot. Ce n'était pas le cri d'un homme vaincu par ma vengeance, mais le chagrin brut et angoissant d'un homme enfin confronté à une blessure enfouie depuis longtemps. Il me l'a volé, maman. Hoqueta-t-il, sa voix épaissie par les larmes. Il a vu le potentiel. Il a utilisé toutes les ruses imaginables. Manœuvres légales, combines douteuses, il m'a évincé. J'ai lutté, vraiment. Mais il avait des fonds illimités, des avocats sans fin. J'ai tout perdu. Mon nom, ma vision, mon avenir. C'était mon bébé, maman. Mon vrai bébé. Il releva la tête, ses yeux cernés de rouge, brillants de larmes contenues. J'ai essayé de construire Innovation Genèse pour prouver que je n'étais pas un échec, pour récupérer quelque chose. Mais chaque décision me semblait fausse. Chaque pas était obscurci par le fantôme de ce que j'avais perdu. Je n'arrivais juste pas à faire les choses correctement. Et puis j'ai craqué. Contre tout le monde, contre toi. Parce que tu étais là. Parce que tu avais toujours été là, solide, fiable. Et je ne supportais pas de voir mon propre échec se refléter dans tes yeux sacrificiels. Il baissa la tête, les épaules tremblantes. J'avais tellement honte, tellement en colère contre moi-même. Et je l'ai pris sur toi, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. La sincérité brute de sa confession fut un déluge, emportant les derniers vestiges de mon désir de simple vengeance. Ce n'était pas le Stéphane égoïste et ingrat que j'avais diabolisé. C'était un homme brisé par la perte, luttant sous le poids de sa propre humiliation profonde. Et dans sa lutte, il avait blessé la personne même qu'il avait toujours soutenue. Stéphane, dis-je, ma voix maintenant vraiment douce, ne portant que de la compréhension. Je comprends. Pas tout peut-être, mais assez. Assez pour voir que nous avons tous deux subi une forme de trahison. La tienne de la part de Duval. La mienne de ce que tu as dit. De ce que tu as fait. Il leva les yeux, croisant mon regard. Ses yeux portaient un espoir fragile, une question qu'il n'osait pas exprimer. Mon plan, continuai-je, était de te faire comprendre ce que l'on ressentait, de travailler pour moi, de sentir le poids de mon commandement, la connaissance silencieuse de mon triomphe. Je fis une pause, laissant cette vérité planer entre nous. Il tressaillit de nouveau, acceptant le coup. Mais ce plan, il me semble insignifiant maintenant. Mesquin. Parce que ce que j'ai découvert, Stéphane, c'est que je n'ai pas seulement racheté ta compagnie en faillite. J'ai racheté sans le savoir le contrôle de ton rêve original. Celui qui t'a été volé. Ses yeux s'écarquillèrent, non de terreur, mais d'un stupéfiant et incroyable étonnement. Vous avez acheté les parts majoritaires de Quantum Leap, balbutia-t-il. Mais comment? Grâce à mon investissement, expliquai-je, désignant le rapport. Mes actions combinées à quelques acquisitions stratégiques qu'Hélène, ma conseillère, a faites en mon nom, m'ont donné une participation significative et majoritaire. Pas la totalité de l'entreprise, Mackay, mais assez pour en orienter la direction, pour influencer son avenir. Une lueur de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années s'alluma dans ses yeux. Pas seulement de l'espoir, mais une étincelle de son ancienne ambition, libérée de la honte. Il ne s'agit pas pour moi de gagner, Stéphane, dis-je en me penchant en avant. Plus maintenant. Il s'agit de restauration.
de récupérer ce qui a été volé, d'apprendre l'humilité, non par la punition mais par le partenariat. Tu as perdu ta vision, ton héritage. Et moi, sans le savoir, j'ai trouvé un moyen de le récupérer. Et si nous le reconstruisions ensemble? Il me fixa, l'incrédulité luttant avec un soulagement profond, presque spirituel. Ensemble, murmura-t-il. Oui, affirmai-je, ensemble. Tu as le génie, la vision pour Quantum Leap. Tu l'as fondée, Stéphane. J'ai les ressources, le pouvoir discret de la guider, de la protéger. Et peut-être avons-nous tous les deux quelque chose à apprendre sur ce que signifie vraiment la vraie famille, le vrai partenariat. Le silence qui suivit était différent. Non pas lourd, non pas tendu, mais rempli du vaste potentiel d'un avenir non écrit. Il le voyait, je le savais. La possibilité de récupérer son héritage, non pas seul mais avec la force tranquille de sa mère. Le fardeau inutile, maintenant sa partenaire silencieuse et puissante. Au cours des mois suivants, la dynamique changea profondément. Stéphane resta assistant junior de projet chez Innovation Genèse. Mais il s'assit désormais en face de moi quotidiennement, non seulement dans mon bureau, mais dans la salle de conférence de Quantum Leap Inc. Nous travaillions côte à côte, nous penchant sur les analyses de marché, discutant des feuilles de route des produits. Je le regardais retrouver son élan, son génie brillant plus fort que jamais, tempéré maintenant par une nouvelle circonspection, un respect tranquille. Il ne prenait plus de décisions impulsives, ne rejetait plus les opinions divergentes. Il écoutait, il apprenait, et surtout, il commença à me voir, non plus comme un fardeau, mais comme une alliée stratégique, une mentor discrète, et pour la première fois depuis très longtemps, comme sa mère, véritablement. Il ne parla jamais du jour où il m'avait jeté dehors, pas directement. Mais ses actions en disaient long. Il commença par de petites choses, des choses anodines, se souvenir de mon thé préféré, demander comment ma journée s'était passée, proposer de porter ma mallette. Un après-midi, il entra dans mon bureau, une légère hésitation dans sa posture. « Maman !» commença-t-il, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Je voulais juste te dire merci pour tout, pour avoir vu quelque chose en moi quand je ne le voyais pas moi-même, pour m'avoir donné cette chance et pour ne pas avoir été la personne que je méritais. » Ses yeux étaient clairs, honnêtes. C'était tout ce dont j'avais besoin d'entendre. La vieille amertume, autrefois une compagne constante, se dissipa enfin, remplacée par une satisfaction tranquille, un profond sentiment de but. Je n'étais pas seulement riche. J'étais complète. Mon estime de soi, autrefois brisée, était maintenant bâtie sur un fondement plus solide que n'importe quelle fortune. Et Stéphane, mon fils, avait retrouvé son chemin, non pas par ma punition, mais par ma compassion inattendue, apprenant l'humilité et le respect chemin faisant. Nous avions forgé un nouvel héritage, ensemble, bâti non pas sur la trahison, mais sur l'écho tranquille et surprenant d'une vérité perdue depuis longtemps. Parfois, la plus grande revanche n'est pas la vengeance, mais de trouver un chemin plus profond, vers la guérison et la restauration, n'est-ce pas? Avez-vous déjà été témoin d'une transformation qui a changé un conflit amer en un lien inattendu? Vos réflexions sont si importantes pour nous, et nous chérissons chaque commentaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager vos pensées ci-dessous, et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rejoindre notre communauté, où chaque histoire prouve que la vraie force se trouve souvent dans les endroits les plus